Est-ce que mon physique pas facile va passer? Là, on est bon. Le calme avant la tempête. Semaine de transition sur les marchés. Qu'est-ce qu'on retient de l'actualité? J'en suis où de mon charbonnage à la vente des indices américains? Dump sur les cryptos, faut-il s'en inquiéter? Info clé, stratégie, technicité. Eh ouais, c'est le débrief hebdo, bébé. Non mais c'est parce que je suis chaud là. Alors quand je suis chaud à la fin, je dis bébé. Et n'oublie pas de liker, de t'abonner, et de partager, et de kiffer. Alors aujourd'hui dans la partie macroéconomique, ça va être gastronomie. En apéritif, nous avons eu la confiance des consommateurs aux États-Unis en début de semaine. C'est ressorti sous les attentes. Alors tu vas me dire, oui, c'est un sondage, mais ça témoigne un peu plus que c'est pas la fête. On en parlera plus en détail après, mais ça a permis de prolonger dans un premier temps le mouvement baissier des indices américains qu'on avait connu la semaine d'avant. En plat de consistance, l'indice PMI manufacturier aux États-Unis. C'était conforme aux attentes, mais sous 50. Sous 50, tu te souviens, contraction de l'activité, au-dessus, expansion. En Chine, on a eu aussi des PMI. Et lui, il est bon. Il augmente d'ailleurs pour la première fois depuis 7 mois. Alors forcément, ça y est, ils se sont dit, oh le Covid, il est passé, on va commencer à lever les restrictions. Donc ça relance l'activité automatiquement. On passe au-dessus du niveau de 50 et même d'ailleurs au-dessus de ce que le marché attendait. Bonne nouvelle, ça calme les inquiétudes qu'on a vues juste avant en apéritif. Deuxième plat de résistance, oui, c'est repas gastronomique. Les banques centrales. Le marché intègre un taux de dépôt de la part de la Banque Centrale Européenne à 4%. Concernant le taux nominal de la BCE, Goldman Sachs le voit à 3,75%, alors qu'il ne le prévoyait que jusqu'à 3,50% il y a quelques semaines. L'un des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne s'attend à ce que l'inflation ne baisse que progressivement. Pourquoi? Parce que les augmentations des salaires sont supérieures à la moyenne. Et ça pourrait se refléter de plus en plus sur les prix. Il a ajouté vouloir que la Banque Centrale Européenne accélère la réduction de son bilan, 15 milliards d'euros dès le mois de mars, puis 20 milliards d'euros au mois de juillet. La Réserve fédérale américaine, quant à elle, va le relever d'au moins 25 points de base, ses taux directeurs, le 22 mars. Le président de la Fed de Minneapolis s'est exprimé. D'ailleurs, FT, si tu pouvais faire une petite description de ce qui se passe en ce moment de Minneapolis, est-ce que c'est une ville où il fait bon vivre? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à faire? Ça peut permettre de donner quelques idées et d'élargir un petit peu notre audience, parce que les marchés, à un moment donné... Bah ok, hein. Bah, apparemment c'est un bled plutôt cool de 400 000 habitants à peu près. Dans le Minnesota, ce petit bled est coupé en deux par le Mississippi. Donc on y trouve le Mississippi, des grands bâtiments, des lacs, un stade, un Capitole, des bâtiments avec un pont, une grande avenue avec des bâtiments autour, des grands bâtiments, dont la tour la plus emblématique qui a un nom rigolo pour une chaîne de trading, puisque c'est la tour Fauché, un musée, des petites chutes de Niagara toutes mignonnes, mais du coup c'est pas du Niagara, et de rien pour cette super visite. Il a dit donc qu'il était ouvert à une hausse de taux de la Fed de 50 points de base et que cette année, on pourrait même les monter au-delà de 5,4%. D'ailleurs, il y a toujours 30% du marché qui estime qu'il y aura une double hausse des taux le 22 mars. Et en dessert, nous allons avoir un mélange de sacré-sulé. Merde, du coup, je l'ai même pas dit correctement. Et en dessert, nous allons avoir un mélange de sucré-salé. Ah, ça là, elle est bonne. Pour le côté salé, inflation en zone euro 8,6% contre 8,3% attendu. Et pour le côté sucré, une réaction des marchés européens inexistante suite à la publication de ce chiffre. En gros, tout le monde avait l'info, sauf Bibi quoi. Moi, on me prévient pas moi. Donc tout le monde sait que ça, l'inflation va être dégueu. Le marché il monte, d'accord, ok. La prochaine fois vous me prévenez, ça peut m'éviter d'être en mode starting block toute la journée là. Bon, semaine prochaine on fera plus simple niveau gastronomie. On se fera péter le bide avec le NFP vendredi. L'inflation reste au plus haut. Les PMI et l'indice de confiance des consommateurs ne sont pas bons. Alors oui, les PMI en Chine, ok, ils sont bons. Mais c'est tout. Le taux à 10 ans aux États-Unis dépasse les 4%, donc ça continue de monter. Le dollar américain reste ferme, même si oui, il n'a pas remis une nouvelle jambe de hausse. Il reste quand même suffisamment solide. Et on a une semaine où les taux allemands se sont tendus. Quasiment 35 points de base de plus sur le 2 ans allemand à 3,2%. Le 10 ans allemand, ce qu'on appelle le Bund, dépasse les 2,75 et en France le 10 ans est à plus de 3,2%. Et tout ça, visiblement, tout le monde s'en cogne, les marchés s'en cognent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On termine la semaine à 0+ sur les indices américains et dans le vert en Europe. Un mois d'ailleurs qu'on est dans un gros range sur le DAX, pareil sur le CAC, scotché au plafond. Alors ce serait pas mal
de se réveiller un peu. Or ceci dit, ça n'empêche pas d'être actif à l'intérieur. Salut tout le monde, salut Xav, j'espère que vous allez bien. Oui, il faut rester actif, mais il faut avoir conscience que actuellement, même pour moi, le marché européen, le marché notamment DAX, est pas facile, difficile à comprendre. Donc déjà, premier point, c'est clair qu'une inflation galopante, une récession avec une croissance qui devient ultra négative, ça sentait en tourloupe l'année dernière. Bon, peu importe, ça fait 5-6 mois pour ma part que je suis la hausse et je fais que d'acheter les indices, notamment l'indice européen allemand, le DAX. Ça fait 6 mois que je gère bien la chose. Je voudrais insister sur 2 points. C'est pas facile de rester actif parce que premièrement, bon déjà, il fallait suivre cette hausse. Il faut prendre conscience que tout le monde se cogne actuellement de tout. L'année dernière, on parlait que d'inflation galopante et de récession et de croissance ultra négative. Désormais, on a quand même une inflation qui reste relativement élevée, comme tu l'as dit, des PMI européens et donc une croissance qui reste pas forcément très robuste. On est plus dans un scénario de stagflation comme pour ma part je l'avais bien envisagé. Pour ça que du coup j'ai aussi en parallèle une grosse exposition sur l'or qui ne donne rien non plus. Mais voilà, il ne faut pas rester bloqué là-dessus. Aujourd'hui les investisseurs européens, notamment sur le DAX et le CAC, ont décidé pour l'instant de se tamponner un peu, si je peux dire ça comme ça, d'une inflation élevée, d'une croissance pas forcément très robuste, mais peu importe, pour l'instant les indices sont achetés. Donc premier point, il faut sortir de sa psychologie. Moi le premier, là en fait je me fais une autocritique, une auto-rétrospective à moi-même. C'est pas parce que le fondamental n'est pas aussi bon qu'on le voudrait que graphiquement il faut pas continuer de suivre l'indice. Donc ça c'est le premier point, il faut pas se faire dicter par ses propres émotions et son propre cerveau. Le deuxième point, et je termine là-dessus rapidement, ça fait pour ma part après 5 mois de hausse, 1 mois que je cherche, et je suis certainement peut-être dans l'erreur, que je cherche à vendre le DAX. Alors, quand on est dans un range, comme là, on est sur le DAX entre 15 002 et 15 006, d'accord, même si on voit qu'une extension de range sur 15 007, 15 008 est possible, pour rester actif, il faut avoir choisi un sens. Toi-même, tu l'avais choisi sur les US, tu avais choisi, on va dire, les bons chevaux, puisque les US, en les vendant depuis 1 mois, tu as fait une performance incroyable. Encore une fois, bravo, j'en profite pour le redire. Moi, j'ai choisi le DAX, j'ai choisi le mauvais cheval, mais je suis obligé de me tenir à un sens. Oui, un range, on peut acheter en bas et on peut vendre en haut. Oui, finalement, la tendance reste haussière partout et donc il fallait mieux à chaque coup racheter les replis sur 15 002 que vendre en haut. Bon, après, il y a un moment ou un autre, il faut s'adapter à sa stratégie, sa tactique. On peut se tromper, certainement que je suis dans le tort. Pour ma part, à chaque coup qu'on remonte, je revends. Ça me donne un petit TP1, voire un gros TP1. Je suis resté très actif dans ce range, mais en suivant un seul sens. Si vous suivez les 2 sens, c'est pas possible. Vous pouvez pas émotionnellement et psychologiquement pouvoir acheter en bas, vendre en haut. N'importe quel cerveau, il peut pas faire ça. Donc après, le cerveau, il s'adapte bien évidemment à la stratégie, la tactique qu'on a choisie. Je suis pas sûr d'avoir choisi la bonne. Comme je vous l'ai dit, ça fait 5 mois que je faisais que d'acheter, mais depuis 2-3 semaines, je fais que vendre parce que peut-être j'ai un biais un peu de confirmation un peu trop établi par rapport à ce que je vois fondamentalement. Et donc, je me dis qu'après 4500-5000 points de hausse, légitimement, je m'attends plutôt à une consolidation technique. Pour l'instant, elle ne vient pas. Peu importe, je continue de travailler pour ma part mon range dans ce sens-là. Et je vous l'avoue, je me mets à nu devant vous. Pour l'instant, c'est pas le bon sens. Parce qu'il faut mieux acheter 15 002 et être tranquille dans le sens du flux plutôt que de chercher à être actif contre la tendance. Tant pis, c'est la stratégie que j'ai choisie. Je suis prêt à l'invalider, je suis prêt à perdre, il n'y a aucun souci avec ça. Mais techniquement, graphiquement, vous pouvez, et c'est important, quand vous faites ce travail de range, franchement, vous pouvez choisir qu'un seul sens. Donc là, je suis à la vente. On va ouvrir vers 15 650, à nouveau 15 007, voire même 15 750 lundi matin. Si derrière, j'ai une réintégration des 15 550, une réintégration de mon range, je revendrai à nouveau. Voilà, en tout cas, je vous donne ma tactique, ma stratégie. Pour l'instant, elle s'avère pas forcément bonne. Le biais continue d'être acheteur sur les indices européens avec un biais fort. Peut-être certainement qu'ils veulent aller directement sur le haut de range d'avant, 16 000, 16 002, voire 16 500. Pour ma part, de ce que je vois en hebdo, je vois quand même un essoufflement. Donc, je vais continuer de travailler le range que dans un sens et pas dans le sens de la tendance que je travaille depuis 5 mois. J'ai décidé de me mettre contre cette tendance. C'est plus difficile. Faut être plus réactif, faut savoir rentrer, invalider, rentrer, invalider, rentrer, invalider. Bon, voilà, c'est mon choix, on verra ce que me réserve l'avenir. Mais en tout cas, dans tous les cas, ce qui est important à retenir de ces quelques minutes très rapides, c'est attention, moi le premier, que mon cerveau ne veuille pas tout simplement adapter mes graphiques au fondamental, ça marche jamais, d'accord. Les graphiques, c'est fait pour anticiper, notamment souvent. Et dernièrement, quand on travaille un range, qu'on soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, il faut toujours rester actif sur un seul sens, sinon vous n'en sortirez pas. Voilà, je vous embrasse, désolé un peu pour la longueur, c'est comme ça. J'ai fait au plus court, plus simple de ce que je voulais dire. Ciao, ciao. Allez, on
arrête de se détendre, on range, hop, on s'assoit, on s'installe. C'est l'heure de l'interrogation surprise. Tu te fiches de ce que je viens de dire? J'ai dit interrogation au lieu de dire interrogation, c'est ça? Tu veux te faire ban de la chaîne? Parce que moi je te banne direct. J'en étais où? Interrogation surprise, c'est quoi déjà? Attends, je vais prendre mes notes parce que je me rappelle plus en fait, à force de dire des conneries. Moi, ça y est, je me rappelle. Souvenez-vous de ce qu'on avait dit à propos du marché. Plus particulièrement de l'indice SP500. Et ce, à partir de la Saint-Valentin. Qu'est-ce qui se passe depuis la Saint-Valentin dans l'histoire? Voilà, j'ai donné des indices. Et pour ceux qui sont en PLS, nous mettons une indication pour les téléspectateurs en bas, là, de l'écran. Top chronos. Allez, c'est bon, on rend la copie, terminé, hop. Ouais, je sais, c'était rapide. En même temps, t'avais qu'à écouter les 2 débriefs précédents. On est entré historiquement dans les 15 derniers jours du mois de février qui sont plutôt baissiers pour lundi. En tout cas, depuis plus de 50 ans. Alors oui, même si les performances passées ne présagent pas des performances futures, ça baisse depuis 20 ans en moyenne sur le SP500 du 14 février au 1er mars. Et qu'est-ce que le SP500 a fait entre le 14 février et le 1er mars 2023? Il a perdu 4,5%. C'est QFD. Alors du coup, pour les 2 prochains mois, mars-avril, historiquement, l'indice SP500 monte. Alors, ça monte pas de ouf, tu me diras. Pour regarder l'axe désordonné, ici, là, à gauche, ça monte quand même, mais pas de ouf. Dimanche dernier, je vous disais charbonner à la vente sur les indices américains, mais qu'on allait arriver sur des gros niveaux daily. Il était alors temps de se calmer. Alors je vais me calmer sur les ventes après les avoir charbonnés, les 3 indices américains pendant 2 semaines, parce qu'on arrive sur des zones clés daily. Encore une fois, après avoir perdu 4% sur l'indice Dow Jones autour des 32 500 points, c'est vraiment une zone clé daily les plus bas de la fin de l'année dernière. C'est d'ailleurs l'objectif final de ces ventes. Alors je le disais ici sur l'indice Dow Jones autour des 32 500, vous l'avez ici sur l'indice SP500 mais aussi sur le Nasdaq. Au contact de ces niveaux-là, si on a des réactions positives, alors oui, clairement, et j'hésiterai pas à ranger ma casquette rouge. Et pourquoi pas d'ailleurs prendre une casquette verte. Et c'est à ce moment-là que je privilégierai du coup les achats. L'indice Dow Jones a atteint les 32 500 points. 32 500 au point près. Pas 32 499, pas 32 501. 32 500. L'indice SP500, la fameuse zone des 3 925 points. Là aussi, gros zone daily. Objectif du mois de février terminé. Toutes les positions de vente rachetées. Rangement de la casquette rouge. Alors la question, bien évidemment, c'est maintenant. Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut au contraire vendre sur rebond? Ne rien faire? Telle est la question. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Jamais ou presque, je fais de reverse. C'est ce qu'on appelle de passer d'une position vendeuse à directement une position acheteuse. Autrement dit, être constamment sur le marché. Sans lui laisser le temps de respirer, dans un sens comme dans l'autre, sans me laisser le temps de respirer non plus. C'est pour ça que je préfère vous le dire, en toute sincérité, que cette première réaction qu'on a eue sur les indices américain sur ces zones clés a été rapide, violente et quasiment instantanée. J'ai même été surpris qu'après avoir rallié ces objectifs, sur lesquels on a racheté les positions vendeuses restantes, provoque une réaction positive instantanée. Alors c'est pour ça que non, je ne suis pas encore passé à l'achat. Je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression en permanence pour deviner à chaque fois où est-ce qu'on va s'arrêter, en bas, en haut. Et pire, changer de casquette trop rapidement. Parce que si j'avais changé de casquette rapidement, probablement je n'aurais pas vendu toute la descente qu'on a eue ces 2-3 dernières semaines sur les indices américains. Alors est-ce qu'il faut que je remette en question, est-ce que c'est intéressant de remettre en question 2-3 semaines de baisse qu'on a travaillé exclusivement à la vente pour se dire peut-être qu'effectivement là j'aurais pu choper le point bas? Ma réponse est non. Si c'était à refaire, j'aurais fait la même chose et je ne regrette absolument pas, loin de là. Alors, pas de frustration de mon côté et surtout pas d'achat en mode FOMO, en mode ah mince, peut-être que c'était le point bas, j'aurais pu, j'aurais dû. Ce qui derrière nous incite à acheter n'importe comment et si jamais ça rebaisse un petit peu, se retrouver coincé, plus savoir quoi faire et remettre en cause finalement toute la perte qu'on a fait pendant 2-3 semaines à fond. Donc je vais laisser respirer le marché, réidentifier des zones clés, des zones de polarité, ce qui permettra d'ailleurs accessoirement, et veuillez m'excuser pour ceux qui font partie d'IVT, de mettre à jour le carnet de bord dès lundi. Promis, ce sera publié. Et tout ça permettra de savoir à partir de quel moment et quel niveau je mettrai plutôt une casquette verte ou une casquette rouge. Et cette phase de pause est très importante pour la réflexion, l'analyse, la prise de recul. Ça évite le trading émotif, le trading sans règles, le trading sans plan. Et je me permets d'ailleurs de reprendre une citation qu'on m'a envoyée. Une erreur, c'est quand vous ne suivez pas vos règles.
si vous n'avez pas de règles en trading, tout ce que vous faites est une erreur. Alors après cette première réaction positive sur les indices US, sur les niveaux clés donc on avait déjà identifié dimanche dernier, je vais attendre une confirmation semaine prochaine sur le SP500 au-dessus des 4020 points, 33 250 sur le Dow Jones et 12 200 sur le Nasdaq. Alors toujours pareil, au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas si les niveaux sont pétés ou pas, mais ça ne change en rien parce que je suis en train d'expliquer. Ce sont mes zones de polarité daily. D'ailleurs, tu te souviens, hein, c'est les mêmes qu'on avait la semaine passée où je disais tant qu'on est là en dessous, charbonne à la vente. Eh ben, elles n'ont pas changé. Et tant qu'on est en dessous, j'estime qu'on est toujours dans cette pression baissière du mois de février. Et d'ailleurs, même, j'ajouterai, si on repasse en dessous de la bougie impulsive haussière qu'on a eu jeudi sur les 3 indices américains, c'est celle-là, là. Pour moi, ce sera un signal fort que le marché va enfoncer ses zones support et qu'on ira plus bas et que finalement nous n'étions que dans un rebond technique. Alors je devrais bien évidemment adapter tout ça sur des unités de temps horaires. On le fera sur IVT tout au long de la semaine, mais là je simplifie au maximum. Concernant les indices européens, toujours donc dans des gros ranges depuis un mois, c'est interminable. Ils restent en surperformance par rapport aux indices américains. On a un range également sur le pétrole, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Il ne trouve plus d'orientation pour le moment. Depuis le début de l'année, il oscille entre 80 $ et 85 $ le Brent. Les cours de l'or retrouvent un petit peu de hauteur après avoir rallié cette grosse zone des 1800 $. C'est d'ailleurs une zone d'achat, vous l'aviez dans le carnet de bord. Je rappelle, hein, tant qu'on ne passe pas en dessous de cette zone de retracement de 50% de toute l'impulsion haussière qu'on a connue ces derniers mois, qu'on a connue depuis le début du mois de novembre, on reste en tendance haussière moyen terme. On surveillera toujours le dollar index qui reste coincé entre ces deux bornes. S'il devait passer au-dessus, aversion risque, baisse des actifs risqués, donc des indices. Et si on sort par le bas, détente sur le marché globalement. Et une deuxième indication supplémentaire, le fameux taux à 10 ans aux États-Unis, qui d'ailleurs continue à s'apprécier au-delà des 4%, plus très loin de ses records de 2022. Ça aussi à checker régulièrement. Les cryptos sont coincés sous ces grosses zones de résistance. Là, si on prend la capitalisation totale, c'est les plus hauts du second semestre 2022 qu'on n'arrive pas à passer. Alors, les mauvaises nouvelles, c'est qu'on n'a pas les catalyseurs permettant de justifier une sortie par le haut et une explosion de cette résistance. Je rappelle qu'il y a une forte corrélation avec les marchés traditionnels, plus particulièrement les indices américains. Et vu que leur attitude ces dernières semaines n'est pas folle, le marché crypto n'arrivera pas à sortir par le haut de cette résistance. La bonne nouvelle, parce que oui, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on reste quand même toujours dans cette attitude positive qu'on connaît depuis le début de l'année 2023. Mais oui, c'est pas parce que le marché est complètement plat depuis le début du mois de février, depuis un mois, que c'est forcément négatif. Donc je rappelle qu'il y a plusieurs tendances. Cette tendance qu'on connaît depuis le mois de février secondaire est neutre, mais la tendance primaire, la tendance de fond reste haussière. Donc techniquement, il n'y a pas d'alerte majeure baissière pour le moment, tant qu'on reste au-dessus des 21 000 $ sur Bitcoin et 1400 $ sur l'Ether, ce qui nous donne à peu près 950 milliards de dollars sur la capitalisation totale. Alors ce qui est difficile dans cette période, c'est de s'attacher les mains pour éviter de faire n'importe quoi, d'éroder son capital et de se prendre ce qu'on appelle les portes de salaud. Détends-toi, respire. C'est l'heure de réfléchir. Ah, pas trop quand même, hein. Ça fait mal à la tête. C'est l'instant psychologie. Quand le marché ne fait rien pendant des semaines ou pas grand-chose, on cherche toujours à trader. Et c'est normal, parce qu'on cherche à détecter des nouveaux départs de marché, donc de saisir des opportunités. Et psychologiquement, c'est difficile, parce que ça demande beaucoup de patience. Et le plus généralement, ça se transforme quand même en overtrading. C'est-à-dire on trade dans tous les sens, hein, on tire dès que ça part. Le matin, on se lève, c'est vert, on l'achète. Le lendemain, c'est rouge, on vend, on prend sa perte. Et au final, à la fin de la semaine, on a perdu du capital, on a fait une performance négative, alors qu'au final, le marché n'a pas bougé. Alors, on essaye aussi de deviner à l'aide de 69 méthodes différentes où va aller le marché pour au final ne pas savoir concrètement quelle décision est-ce qu'on doit prendre vraiment, de faire la girouette, de vouloir avoir raison absolument, plutôt que d'avoir un plan d'action simple, efficace. Même si ça marche pas, si c'est simple, au moins derrière on pourra le reproduire si ça fonctionne. Et en tirer des enseignements de nos erreurs si jamais ça ne fonctionne pas. On prend des unités de temps longues, du daily, du weekly, on diminue l'activité et on réduit la taille de ses positions. Et on ne les augmente pas si le marché ne nous donne pas raison. Et on les augmente
progressivement quand le marché nous donne raison. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai encore vu passer cette semaine certains qui m'ont dit « Ah, mais j'ai fait une boulette, du coup j'étais en levier max, du coup mes positions vont se faire liquider, oulala, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors justement, j'ai regardé les liquidations suite au dump qu'on a eu vendredi, on en reparlera après, c'est peut-être lié à une news, Silvergate. On a eu plus de 230 millions de dollars de positions liquidées en 24 heures parce que le marché a perdu 4%. Liquidation, c'est quoi? C'est les positions qui sont coupées par le broker parce qu'on est surexposé. Parce qu'avec 1000 balles, on veut investir sur le marché 10 000 balles ou 50 000 balles. Sincèrement, faut pas se mettre en galère pour aller plus vite que la musique. Et justement, c'est quand il se passe rien qu'on fait moins de choses, qu'on est moins actif et qu'on réduit la taille de ses positions. Ce qui compte, c'est la discipline, la régularité et la rigueur. Parce que si on n'a plus de capital pour trader, c'est notre outil de travail, on fait plus rien. Donc, faut le préserver. Sinon, à chaque trade, c'est le trade d'une vie. Ce qui veut dire que ça va nous entraîner des décisions qui sont uniquement liées à l'émotionnel et non pas des décisions réfléchies et objectives. Et on sera incapable de les reproduire si ça fonctionne bien et donc de mettre en place une méthode d'intervention sur le marché. Alors oui, Silvergate, c'est une banque californienne, l'une des rares d'ailleurs à s'intéresser de très près au marché des cryptos et elle a été touchée par l'effondrement du prix des cryptos en 2022 et par l'implosion de FTX qui d'ailleurs était un de ses clients. Silvergate n'a pas été en mesure de déposer son rapport auprès de la SEC, c'est l'autorité des marchés financiers aux États-Unis, et sa situation financière est très critique depuis déjà plusieurs semaines. Ses résultats sont absolument catastrophiques, quasiment 1 milliard de dollars de pertes en 2022 pour un bénéfice en 2021 de 76 millions de dollars. Coinbase a d'ailleurs annoncé arrêter les paiements, les transferts avec Silvergate, entrant ou sortant, peu importe. Alors, est-ce que c'est ça qui a déclenché ce dump sur les marchés crypto? Franchement, j'en sais rien, sachant qu'on avait l'info quand même depuis plusieurs semaines. C'est pour ça que je préfère m'en tenir à mes graphiques. D'un côté, on n'a pas les moyens fondamentaux d'aller plus haut et techniquement, ça reste quand même positif tant que le Bitcoin reste au-dessus des 21 000 dollars et l'Ether 1400 dollars. Semaine prochaine, NFP vendredi, l'emploi mensuel aux États-Unis, très important. Changement de casquette ou pas, je vous ai partagé mes quelques pistes de réflexion. Lundi, on n'oublie pas carnet de bord. Mardi, Twitch, tous les matins dans le morning mood. Et on n'oublie pas les pouces à éclater vers le haut. Vous les avez d'ailleurs éclatés dimanche dernier. Est-ce qu'on pourra faire mieux? Merci à tous. Ciao!